L'Organisation des Nations Unies, créée en 1945, est le temple de la diplomatie, chargé de maintenir la paix dans le monde. L'éthique et la transparence sont affichées comme des valeurs primordiales. Pourtant, cette vieille et noble institution est aujourd'hui ébranlée. L'ancien président de l'Assemblée générale de l'ONU, John Ash, aurait touché 1 million d'euros de pots de vin. C'était un des plus proches collaborateurs du secrétaire général de l'ONU, le Sud-Coréen Ban Ki-moon, à la tête de l'organisation depuis 10 ans. Aujourd'hui, une série de scandales secoue l'ONU. La réputation de l'organisation est entachée par des affaires de corruption, de trafic, de gaspillage d'argent public. Une partie de l'argent devait aussi aller au chef de la mission. J'ai entendu dire que 12 millions d'euros devaient lui revenir. Les gens sont avides et le seront toujours. Malheureusement, l'avidité gouverne l'ONU. En interne, des voix s'élèvent pour accuser les Nations Unies de couvrir ces crimes et ces délits. Un cadre anonyme de l'ONU a même créé un Muppet Show dénonçant l'omerta que ferait régner le secrétaire général de l'organisation. Ban Ki-moon often speaks of zero tolerance, meaning he's got zero tolerance for anyone trying to tarnish the image that he wanted to create. La corruption gangrène-t-elle l'ONU? Le gendarme du monde est-il capable de balayer devant sa propre porte? Et le veut-il vraiment? Multinationale de l'humanitaire, l'ONU fonctionne un peu comme une entreprise. On y pense rarement, mais maintenir la paix sur la planète nécessite toute une logistique. Nous nous rendons au sud du Liban, dans une zone tenue par le Hezbollah, l'organisation terroriste chiite. Créé il y a une trentaine d'années, le Hezbollah défie régulièrement Israël à coups de roquettes. L'armée israélienne a attaqué à plusieurs reprises le Sud-Liban. Depuis 1978, la force intérimaire de l'ONU au Liban, la FINUL, tente au quotidien de rétablir l'autorité de l'État libanais sur cette région déchirée. Donc là, derrière les montagnes, il y a la Syrie. Et là, il y a Israël. Donc on est dans une zone sensible. Et la mission de maintien de la paix de l'ONU au Liban vise notamment à sécuriser la zone frontière avec Israël suite aux différentes guerres. Et donc l'idée, c'est d'apaiser le climat ici. La FINUL, c'est 10 000 casques bleus, dont 900 français. Donc l'itinéraire de la patrouille, itinéraire aller, XS Road, Southern Road, Victor Charlie 16, Victor Charlie 12. Donc en cas de tir de roquette, si le tir se prépare, on intervient avec les FAL sur la zone supposée. Maintenant, si le tir a eu lieu, on quitte la zone le plus rapidement possible pour éviter une riposte israélienne. La FINUL, ce n'est pas que des plans de bataille ou des militaires lourdement armés. C'est aussi une gigantesque logistique. Ces soldats, il faut les nourrir et les loger. Alors pour cela, l'ONU fait appel à des milliers de fournisseurs. Des tonnes de matériel arrivent chaque semaine, par bateau ou par convoi. Des marchandises envoyées par des entreprises privées, avec lesquelles l'ONU passe des contrats. Une responsable de la logistique nous montre les différents postes de dépenses. Le ravitaillement en essence, par exemple. Et l'essence est fournie par qui, là? C'est une société civile qui est sous contrat avec l'ONU. Donc c'est l'ONU qui s'est occupée de, voilà. de nous fournir en essence. C'est ça, tout à fait. Pour ravitailler ces camps au Liban,
l'ONU a passé un appel d'offres et a conclu pour 3 ans un contrat de 68 millions d'euros avec une société pétrolière basée à Beyrouth. Ok. Une base de l'ONU, c'est aussi des logements, ou souvent des préfabriqués comme ici. C'est notamment une entreprise italienne, Corimec, qui les fournit. Voici un exemple de chambre occupée par l'ensemble des soldats de la force, donc ici par 2 personnes, mais peut être occupé par 3 voire 4 personnes, en rajoutant le mobilier. Et comment ça s'appelle ce type de logement? Donc on appelle ça vulgairement des Corimec. C'est une marque de logement dur qu'on trouve parfois sur d'autres théâtres. La dernière commande de l'ONU à cette société, 6 millions d'euros de préfabriqués. Pour nourrir ces hommes, il faut aussi faire venir des tonnes d'aliments chaque semaine. Là, ça, la nourriture vient de Beyrouth, mais elle a peut-être été importée de d'autres pays. Voilà, par bateau, par avion, plusieurs... Du monde entier? Du monde entier, tout simplement. Les yaourts, par exemple, c'est Croatie. D'accord. Croatie, la viande, charcuterie. En général, c'est Croatie, Espagne. Qu'est-ce que c'est ça? Du gouda, du fromage. C'est indispensable. Ah oui, le fromage. Ils ont mangé énormément. La nourriture est fournie par une société basée au Koweït. Un contrat de 53 millions d'euros pour 3 ans. Entre les frais d'alimentation, de transport, de matériel et les dépenses de personnel, la force intérimaire de l'ONU au Liban tourne au total avec un budget de 448 millions d'euros par an. Des missions comme celle-ci, l'ONU en a 16 sur toute la planète, avec des budgets colossaux. Au Kosovo, par exemple, les Nations Unies dépensent chaque année 35 millions d'euros. Au Darfour, une zone du Soudan, 1 milliard d'euros par an pour sécuriser la région après une guerre civile et un génocide. Ou encore en Haïti, les Nations Unies investissent chaque année 340 millions d'euros pour stabiliser le pays. Rien que pour le maintien de la paix, l'ONU dispose d'un budget annuel de 7 milliards d'euros, financé par ses États membres et donc les contribuables du monde entier. La France participe à hauteur de 500 millions d'euros par an. C'est à New York, au siège de l'ONU, que sont gérés ces milliards. Notamment au bureau des achats. Ici sont signés des contrats avec plus de 20 000 fournisseurs. Le directeur du service, un Ukrainien, accorde peu d'interviews. Nous n'aurons que 15 minutes. Selon lui, l'argent public est bien géré. Le principe de base au service d'achat des Nations Unies, c'est de chercher le meilleur rapport qualité-prix. On n'achète pas le moins cher, mais on n'achète pas non plus le nec plus ultra. Nous cherchons un juste milieu. On étudie le marché, l'offre, et l'on traite tout le monde de manière honnête et transparente. C'est ainsi qu'on essaye de travailler. Fantastic! L'ONU imposerait à ses fournisseurs un code de conduite très strict. Les Nations Unies attendent de leurs fournisseurs qu'ils s'efforcent de surpasser les meilleures pratiques internationales et celles de leur secteur d'activité. Et au chapitre corruption, les Nations Unies attendent de leurs fournisseurs qu'ils se conforment aux plus hautes normes morales et éthiques. Pour leur rappeler ces règles, le bureau des achats convie régulièrement des fournisseurs à des séminaires. Nous n'avons pas eu l'autorisation d'en filmer un, mais nous avons pu récupérer ces photos de 2015. Il s'agit de conférences pour détailler les besoins de l'ONU et de rencontres avant de signer des contrats.
Lors de notre tournage à New York, un de ces séminaires se déroule dans ce centre culturel. À la fin de la journée, nous allons à la rencontre de fournisseurs. Bonjour. Ce cadre représente une entreprise d'agroalimentaire belge. Vous pouvez nous raconter? C'est bien ça, ben voilà, donc c'était la première journée, ça se déroule sur 2 jours. Donc on a eu des conférences, on a eu des rendez-vous meetings face à face avec des acheteurs des Nations Unies, des différents services. C'est pas facile de leur fournir, c'est pour ça qu'ils ont... Et le discours que l'ONU lui a tenu, c'est que les fournisseurs doivent être irréprochables. Est-ce que, par exemple, pour tisser des liens, vous pourriez inviter quelqu'un de l'ONU au restaurant pour comprendre? Non, ça on nous a bien fait comprendre que c'est interdit. Ils n'ont pas explicitement dit que c'était interdit, mais ils l'ont fait sous-entendre. Bon, ils l'ont fait sous le ton de la rigolade en disant qu'ils n'avaient pas le temps d'aller manger avec des milliers de fournisseurs. Mais je pense que comme dans tout appel d'offres public, je pense que ce genre de méthodes sont interdites. Ouais, donc c'est très carré et très réglementé. Les entrepreneurs sont prévenus. Hors de question de faire des entorses aux règles. Sinon, l'ONU les inscrira sur une liste noire. Celle des fournisseurs interdits de contrat. Parce que l'organisation fonctionne avec de l'argent public, elle se targue de dépenser ses milliards avec rigueur et transparence. Mais est-elle toujours regardante avec les entreprises qu'elle mandate ? En Haïti, en 2010, un énorme scandale révèle les manquements de l'ONU. Les conséquences vont être dramatiques pour ce pays qui peine déjà à se relever d'un tremblement de terre survenu quelques mois plus tôt. À l'époque, la MINUSTAH, la mission de l'ONU, emploie sur place 13 000 casques bleus. Pour gérer les eaux usées de leur camp, les Nations Unies mandatent Sanco, une entreprise locale. Nous nous rendons dans le centre du pays, à 50 km de la capitale, Amir Balé. C'est notamment dans ce camp de casques bleus, aujourd'hui à l'abandon, que Sanco devait traiter les eaux usées. Mais au lieu de les assainir en bonne et due forme dans une station d'épuration, par souci d'économie, l'entreprise haïtienne les déversait chaque semaine dans la nature. Puis elle se contentait de les arroser de désinfectants. Ce petit agriculteur habite à quelques mètres de la fosse où étaient déversées les eaux usées. Pendant des mois, il a vécu dans une atmosphère pestilentielle. Toilettes. Voilà les toilettes. Il vidait les toilettes là. Mais c'est quelle entreprise? C'est Sanco. Quand le camion venait, il vidait la citerne dans le trou et il s'en allait. Est-ce qu'il y avait un couvercle sur la fosse? Non, il n'y en avait pas. Donc c'était à ciel ouvert alors? Oui, comme vous le voyez. Les excréments pouvaient passer dans la terre et aller dans la rivière tout près. Avec la pluie, les matières fécales ont contaminé l'eau de la rivière qui coule juste en contrebas. Une rivière qui alimente un des principaux cours d'eau d'Haïti et que la population utilise pour se laver, cuisiner et boire. Le problème, c'est que dans ce camp, certains des casques bleus népalais étaient porteurs d'un virus, le choléra. Un virus qui du coup s'est répandu dans tout le pays. En octobre 2010, une épidémie sans précédent explose en Haïti. Le choléra avait disparu de l'île il y a un siècle. Alors les victimes tombent les unes après les autres, décèdent en quelques heures à peine. En 3 ans, l'épidémie fera près de 9000 morts.
Plusieurs études scientifiques, notamment des rapports universitaires, démontrent alors que l'épidémie du choléra en Haïti était directement liée au casque bleu de la MINUSTAH. Des experts de l'ONU reconnaîtront dans un rapport sur le déclenchement du choléra que l'assainissement des eaux usées au camp de Mirebalais était insuffisant. Aujourd'hui encore, les conséquences de l'épidémie sont lourdes pour des milliers de familles dévastées par le choléra. Comme celle de Seydé, 51 ans, et de sa fille Claire-Mita, 8 ans. Bonjour. Bonsoir. Je peux m'asseoir là? Ok. Quand les membres de ma famille ont été atteints du choléra, ils ne pouvaient pas marcher. Les gens devaient les porter. Ils ne pouvaient pas rester debout. Ils avaient des vomissements, de la diarrhée. Ils ne reconnaissaient plus personne. Ils ont perdu toute leur faculté mentale, tout leur bon sens. Vous avez donc perdu des proches? Ma mère en est morte. On l'a amenée à l'hôpital. Ici, les routes ne sont pas bonnes. On l'a portée sur le dos. Lorsqu'on est arrivé à l'hôpital, elle est morte en 1 heure. La mort de ma mère m'a causé une grande peine. Je suis très en colère. Ma fille est malade. Alors je suis vraiment très en colère. Claire-Mita a survécu au choléra, mais elle aura des séquelles à vie. Qu'est-ce que vous attendez de l'ONU? J'ai porté plainte contre eux pour ma fille. C'est une victime. J'attends qu'ils nous dédommagent, parce que ça nous a affaiblis. Un avocat m'a aidé, il a écrit une lettre et l'a envoyée à Ban Ki-moon, mais on n'a pas obtenu de réponse. Comme ce père de famille, ils sont 2000 Haïtiens à attendre depuis plusieurs mois une réponse de Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU. Après le scandale du choléra, l'ONU a-t-elle sanctionné Sanco? Nous avons contacté l'entreprise haïtienne, mais elle ne répond pas à la presse. Nous sommes donc allés à la rencontre de ces chauffeurs en caméra cachée. Notre traductrice arrive à convaincre l'un d'eux de nous parler. Bonjour. Oui, vous? Est-ce que la société a été un peu punie par la MINUSTAH ou pas spécialement, juste après le choléra? Non, pas du tout. Sanco travaillait avec la MINUSTAH avant le choléra et a continué à travailler pour la MINUSTAH après qu'il y ait eu le choléra. Est-ce que vous avez changé votre comportement en qualité de service récemment avec Sanco? Non, on n'a rien changé. Même après le choléra, vous n'avez rien changé? Non. Après l'épidémie de choléra, l'ONU a continué à signer des contrats avec Sanco. La preuve, ces documents d'attribution de marché. En août 2012, par exemple, l'organisation a missionné l'entreprise pour 424 000 $, près de 370 000 €. Hey, my family's been a contractor for the UN for a long time. We do a lot of business together. En tout, entre 2010 et 2014, l'ONU a confié pour près d'1 million € de nouveaux contrats à Sanco. Comment une entreprise impliquée dans un scandale sanitaire qui a fait 9000 morts a-t-elle pu continuer à travailler pour l'ONU? Nous retournons poser la question à New York, au service censé surveiller les pratiques des entreprises, le bureau des achats. Son directeur n'aime pas que l'on pointe les contradictions de l'ONU. Pourquoi travaillez-vous toujours avec l'entreprise Sanco, impliquée dans l'épidémie de choléra en Haïti? Le choléra en Haïti? D'après ce que je sais, Sanco a été retiré de la liste des fournisseurs de l'ONU il y a un bon moment. Parce qu'il y a eu des contrats en 2012, 2013, 2014. Aux Nations Unies, il y a un service d'achat global
et des services d'achat locaux. En Haïti, c'était l'administration de la MINUSTA. Le cas Sanko était géré localement. C'était un contrat local. À partir du moment où leurs manquements m'ont été rapportés, on a convenu d'un audit et l'entreprise a été écartée par New York. Mais comme vous pouvez l'imaginer, nous avons des dizaines de milliers de fournisseurs à l'ONU et des milliers de contrats locaux. Je ne peux pas savoir à distance ce qu'il se passe en Haïti ou en Côte d'Ivoire, à moins que Haïti ou la Côte d'Ivoire ou n'importe quelle autre mission ne me le rapporte. Et ils ne vous en ont pas parlé? Je ne sais pas. C'était un contrat local. En clair, le siège de l'ONU à New York ne saurait pas ce que fait l'ONU dans le reste du monde. So maybe the procurement division needs to spend a couple of bucks on a dictionary. Most thrift shops will sell you a dictionary for $2. Just make sure you get one that includes the word accountability. La particularité des Nations Unies, c'est qu'elles n'ont de compte à rendre à personne. L'ONU bénéficie de ce qu'on appelle une immunité. Quelles que soient ses défaillances, en principe, elle ne peut pas être condamnée par une justice nationale. Mais une poignée d'avocats contestent cette immunité. Ils sont américains et haïtiens. Ils représentent 5000 victimes du choléra. En 2013, ils ont porté plainte devant la justice américaine. Ils sortent aujourd'hui d'une audience. Les gens de l'ONU ne peuvent pas plaider qu'ils n'ont pas porté le choléra. Ils le savent. Ils ne peuvent pas plaider qu'ils ne doivent pas indemniser les victimes. Ils le savent. La seule parade juridique, c'est leur immunité. Si elle était levée, on pourrait leur demander de réparer leurs erreurs. Lever cette immunité, ce serait le seul moyen d'obtenir des indemnités pour les victimes. Et vous, en tant qu'avocat, alors c'est beaucoup plus dur d'affronter les Nations Unies que d'affronter une compagnie privée, une entreprise privée? Oui, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est ironique parce qu'en principe, les Nations Unies est une organisation créée pour faire la promotion des droits humains. Mais en Haïti, il y a eu 9000 morts. Les droits de l'homme ont été bafoués. Alors, pour la première fois, cette immunité pourrait être levée. Verdict, fin septembre 2016. À l'ONU, quotidiennement, les valeurs morales sont piétinées. L'argent public est souvent dilapidé, voire détourné. Dans le monde entier, des employés et des cadres des Nations Unies nous ont parlé. Leurs témoignages sont édifiants. Gaspillage, corruption, trafic. En Haïti, par exemple, le gaspillage d'argent serait monnaie courante. Tammy, une policière américaine, a pu le constater en 2012. Elle était employée par un sous-traitant pour former des policiers haïtiens sous mandat de l'ONU. Elle rêvait d'humanitaire, mais elle a vite déchanté. Elle est aujourd'hui de retour à Saint-Louis dans le Missouri, sa ville natale. Donc vous entraîniez des policiers haïtiens ? Non, pas vraiment. On était pourtant censé le faire. Ils appelaient ça encadrer et surveiller, mais ce n'était pas vraiment de l'encadrement. Je n'ai quasiment jamais vu la police haïtienne. À part une fois, des policiers dans une voiture. Et là, j'ai pris une photo. Et alors, que faisiez-vous de vos journées ? Je passais la journée sur mon ordinateur, à jouer sur Internet. Et puis j'allais dehors et je jouais au domino avec les casques bleus jordaniens. C'est tout. J'ai signalé à mon chef de contingent que nous ne faisions rien. Il m'a dit que c'était notre mission, que c'est comme ça que se passe la mission. De ne rien faire ? Oui, malheureusement. Combien étiez-vous payé ? J'étais payé plus de 100 000 € par an. Ma société payait la moitié et l'ONU l'autre moitié. Alors c'était un gros gâchis d'argent. Un énorme gâchis d'argent. Et cet exemple ne serait pas un cas isolé. Au Darfour, l'ONU emploie 20 000 personnes et dilapiderait des millions d'euros par an. Nous avons pu joindre un cadre des Nations Unies qui travaille sur place. Il se désole de l'irresponsabilité de ses collègues. 80% d'entre eux ne travaillent pas. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Je me sens très mal à l'aise quand je vois cet argent versé par les États membres
Et tous ces millions qui ne sont pas bien dépensés. C'est quoi les plus gros gaspillages d'argent que vous voyez? Les plus gros gâchis, c'est dans le transport aérien. Beaucoup de mes collègues utilisent les hélicoptères comme des taxis. Ils les prennent pour aller voir les autres équipes, avec à leur bord seulement 1 ou 2 personnes. Sans penser que chaque trajet coûte en moyenne 12 000 €. Fantastic! Plus grave, certaines missions de l'ONU seraient gangrénées par des trafics. Exemple au Libéria, où des casques bleus auraient revendu au marché noir du matériel volé. C'est ce que nous révèle une ancienne cadre de l'ONU, devenue correspondante de presse au siège de l'organisation. Il se trouve que je voulais m'acheter un ordinateur portable. Et quelqu'un me dit, écoute, les policiers nigérians viennent de rentrer de vacances et je sais qu'il y en a qui en ont avant. Et là, c'est des policiers ou c'était des casques bleus? Policiers sous drapeau ONU sont casques bleus. Donc je vais dans l'hôtel de police international. Mais c'était hallucinant. Il y avait plein de téléphones portables, d'ordinateurs et tout ça qui traînaient partout. Et on pouvait choisir. Et c'est fréquent, ça, des casques bleus qui font du commerce comme ça? Oui, bien sûr, oui. En tout cas sur ça. Des trafics d'autant plus choquants que parfois ils privaient la population locale de produits de première nécessité. Ce qui me dérangeait, c'était le riz du programme alimentaire mondial qui arrivait par container entier. Et il y en avait très peu qui allaient au camp de déplacés. Je le voyais sur les marchés. C'était revendu sur les marchés. Les médicaments aussi. Revendus par qui? Par les gens de l'ONU qui étaient censés débarrasser, surveiller. Ils étaient sur le port. C'était eux qui étaient responsables de la distribution. Je trouvais ça hallucinant. Et quand je posais des questions, pas de réponse. Bon. Fantastic! En amont de ces trafics, il y a bien souvent des vols, comme dans la mission en Haïti. C'est ce qu'a découvert une ancienne employée qui a travaillé pendant 3 ans pour l'ONU dans les entrepôts. On a cambriolé à maintes reprises les entrepôts, en panneaux solaires, batteries, des disques durs. Et pourtant, il y a des caméras, il y a des hommes qui gardent. Oui, il y a tout ça. On ne sait jamais qui c'est au final. Non. Et personne n'est jamais puni. Non. Selon elle, des employés de l'ONU impliqués dans ces vols auraient tenté d'acheter son silence. Quelqu'un m'a dit, l'argent qu'on dépose sur ton compte, tu le retires, et puis tu déposes ça pour l'université de ton fils, et puis ton enveloppe vient, et puis tu coopères. Tu coopères. Concrètement, c'était de la corruption, quoi. Bien sûr, c'était de la corruption. Mais moi, en tant que chrétienne, je lui avais dit, écoute, je suis aveugle, je ne vois pas. Je suis muette, je ne parle pas. Et je n'entends pas non plus. Donc, il me faisait confiance. On parlait de tout devant moi. En Haïti toujours, certains responsables du personnel de l'ONU auraient été jusqu'à demander de l'argent aux candidats à l'embauche. Nous avons rendez-vous avec un témoin haïtien qui travaille depuis 6 ans pour la MINUSTAH. Au sein de la MINUSTAH, les gens, ils ont donné leur argent pour venir travailler. Pour obtenir un poste? Yeah. Et qui est-ce qui leur a dit qu'il fallait payer? Les gens du personnel. Et parfois, le racket, c'était même tous les mois. J'ai un ami qui travaille. On lui a demandé de donner une somme. À chaque fois, on lui a versé son argent. Il devait reverser une partie de son salaire? À qui? À son supérieur. Il n'a pas accepté ça. Par conséquent, on lui a mis de côté. Il est licencié? Ouais. Et c'est une pratique qui n'a jamais été dénoncée? Non. Comment ça se fait?
n'y a pas de boulot, le pays est coincé. Donc ils sont obligés. Ces problèmes de racket, de corruption et de gaspillage massif peuvent-ils être ignorés par les responsables de l'ONU? Nous avons abordé ces sujets avec le directeur du bureau des achats. Mais c'est une question apparemment très sensible. Est-ce qu'on peut être sûr à 100% qu'il n'y aura jamais de corruption? Non. Le service d'achat sera toujours un service à risque. Le service d'achat nécessitera toujours de l'attention. Les tentations sont trop fortes et il faut qu'on y travaille. J'aimerais savoir, comprendre pourquoi parfois il y a des problèmes. Vous savez, parce qu'on a... Non, non et non. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme question? Je veux toutes les entendre avant de continuer devant la caméra. J'aurais une dernière question sur les gaspillages, et ça c'est une question générale, sur les gaspillages d'argent au Darfour, où les gens disent que beaucoup de conteneurs sont perdus, des millions d'euros gaspillés. Comment vous vous attaquez à ce problème? Ce serait la dernière question. Donc vous faites une enquête. Au revoir. Chris, ramenez-les en bas. Impossible de poser ces questions. Pourtant, les problèmes que nous évoquons ne sont pas nouveaux. En 2005 déjà, une énorme affaire de corruption avait ébranlé les Nations Unies. Cela pourrait être le plus gros scandale que n'ait jamais connu l'ONU. Ces révélations vont entacher la réputation mondiale des Nations Unies et de son secrétaire général. Pétrole contre nourriture, le scandale qui secoue l'ONU. Il est révélé par un petit journal irakien. Après l'invasion du Koweït en 1990, l'ONU avait mis l'Irak sous embargo. Mais cette sanction avait affamé les Irakiens. 6 ans plus tard, l'ONU autorise à nouveau l'Irak à vendre son pétrole pour nourrir sa population. C'est le programme Pétrole contre nourriture. Mais plusieurs milliards d'euros vont être détournés par des proches de Saddam Hussein grâce à des cadres des Nations Unies. Après ce scandale, en 2006, l'ONU affirme qu'elle va faire le ménage. Elle crée une force anticorruption dirigée par un procureur fédéral américain. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté. Bob Appleton. Il a le mérite de ne pas être issu du sérail onusien. Je ne m'attendais pas à trouver tout ce que j'ai trouvé. En tout, 47 fournisseurs de l'ONU ont été blacklistés à la suite de nos enquêtes. Rendez-vous compte de ce qu'on a trouvé. On a découvert que 2 chefs du service d'achat avaient été corrompus par des fournisseurs. 2 des plus anciens du service. 2 chefs sur combien? Sur 3. Donc ça veut dire que seulement un chef était honnête? Ouais, c'est dingue. Des chefs du service d'achat qui favorisaient des entreprises en échange de généreux pots de vin. Ils leur donnaient des tuyaux. Ils leur disaient quand un contrat allait être attribué. Ils organisaient des rencontres dans des endroits secrets pour leur donner des informations. Ce n'était pas visible, ils n'utilisaient pas leurs adresses mail. Ils étaient trop intelligents pour ça. Alors, par exemple, ils organisaient des rencontres dans une chambre d'hôtel. Ils y installaient leurs quartiers généraux et ils changeaient les pages de l'appel d'offres. Mais ils ont fait des erreurs. En tout, Bob Appleton a découvert une vingtaine de cas de corruption à grande échelle. Un haut fonctionnaire de l'ONU a même été condamné à de la prison. Mais aujourd'hui, l'organisation semble toujours gangrénée au plus haut niveau. La preuve, le dernier scandale en date. En 2013, le Caribéen John Ash était président de l'Assemblée générale, l'un des postes les plus importants de l'ONU. En octobre 2015, il est arrêté à New York, soupçonné d'avoir touché plus d'1 million d'euros de pots de vin de la part d'hommes d'affaires chinois. And that is disgraceful.
À l'époque, la justice américaine lance une enquête. Ce procureur fédéral dévoile le schéma de corruption. On soupçonne un premier groupe d'individus d'avoir corrompu pour promouvoir des intérêts commerciaux à l'ONU, notamment pour un centre de conférence à plusieurs milliards d'euros à Macao, et d'autres d'avoir cherché à promouvoir des intérêts chinois à Antigua. John Ash allait même jusqu'à inviter ses corrupteurs au siège de l'organisation à New York pour promouvoir leurs intérêts. Cette sino-américaine, par exemple, Sherry Ann, à la tête d'une fondation pour le développement durable, elle était reçue en grande pompe à l'ONU et organisait des forums, des galas. Un autre, ce milliardaire chinois, a eu le privilège d'être présenté à Ban Ki-moon, le secrétaire général. Ban Ki-moon était-il au courant de la corruption d'un de ses plus proches collaborateurs? Ne pouvant pas interroger le secrétaire général en personne, nous nous sommes adressés à son porte-parole lors du point presse quotidien. Cet homme, rompu à la langue de bois diplomatique, devient tout d'un coup un peu hésitant. Il y aura bientôt des condamnations dans l'affaire John Ash. Comment vous expliquez qu'une telle corruption ait pu se développer à un tel niveau à l'ONU? Dans quelle affaire? John Ash. Nous étudions quelle sorte d'impact cela peut avoir sur le système. Nous faisons un audit sur les différents groupes impliqués et on espère que ce sera fait rapidement pour voir exactement quelle était leur implication dans les opérations des Nations Unies. Cet audit, finalisé en mars 2016, a reconnu timidement que plus de transparence serait nécessaire à l'ONU. John Ash est décédé en juin 2016, quelques mois avant d'être jugé. Il encourait 3 ans de prison. Certains de ces hauts fonctionnaires corrompus sont défendus à quelques blocs de là par un homme qui a choisi d'être le spécialiste des moutons noirs de l'ONU. Arkady Buk, un avocat originaire d'Azerbaïdjan. Les gens sont avides et le seront toujours. Malheureusement, l'avidité gouverne l'ONU. Des gens sont arrêtés, de nouvelles personnes arrivent, et le nombre d'arrestations, d'après ce que je sais, est toujours plus ou moins le même chaque année. Je pense que le niveau de corruption, de délits d'initiés, de violation de différentes règles financières et de détournement de fonds est toujours le même. À votre avis, pourquoi la corruption est si répandue à l'ONU? Parce que le principal problème, c'est l'argent des Nations Unies. Il appartient à tout le monde. Et quand l'argent appartient à tout le monde, il n'appartient à personne. Et c'est la porte ouverte au détournement d'argent. Toute cette corruption va continuer. Peut-être que dans un siècle, la situation changera. J'ai une sécurité de l'emploi pour le reste de ma vie. Pourquoi l'ONU est-elle incapable d'enrayer la corruption? Et d'ailleurs, le veut-elle vraiment? D'après Bob Appleton, Ban Ki-moon n'a pas de réelle volonté de changement. Après 3 ans d'activité, sa force anticorruption a été supprimée, officiellement, faute de budget. Selon vous, pourquoi la force anticorruption a été démantelée? Parce qu'on a fait notre boulot. C'est à cause de ce qu'on a trouvé. On ne voulait pas enterrer ou cacher quoi que ce soit. On rendait compte de ce qu'on découvrait. Pour nous, ce que nous faisions était juste, c'était bien. Mais je pense que ce n'était pas considéré par l'ONU comme loyal, alors que pour nous, ça l'était totalement.
On voulait juste assainir l'institution, l'aider à se débarrasser du personnel corrompu et des entreprises corruptrices. Et comment Ben Ki-moon a réagi? Il ne me voulait plus à ce poste. Il ne m'a pas viré, mais il n'a pas renouvelé mon contrat. S'il avait vraiment voulu faire le ménage, il m'aurait renouvelé. Et voir que rien ne ressort de tout ce travail, c'est une énorme déception. Vraiment. Avant d'être remercié, il avait publié des rapports sur des cas de corruption en Afghanistan, en Éthiopie, en Irak. Ils sont tous restés lettres mortes. We don't want no investigators poking around. We has commercial secrets to protect. Let me remind you, ladies, our deal is that when anybody snitches, you say that complaint is a management issue, and you don't do no investigating. Yeah. Pour traquer la corruption au sein de l'ONU, aujourd'hui, il ne reste plus qu'une équipe, celle du Bureau des services de contrôle interne, l'OIOS. Mais il serait inefficace. Créé en 1994, il compte 325 employés dans le monde entier. Un service qu'on peut filmer, mais dont les responsables sont difficiles d'accès. On va avoir une interview avec le bureau d'enquête de l'ONU qui est au 9e étage ici de l'immeuble. Mais là, je viens de recevoir un mail disant qu'ils annulaient l'interview sans explication, sans raison. À Paris, un enquêteur de l'ONU qui vient de quitter ce service a accepté de nous rencontrer. Quand Peter Gallo a intégré l'OIOS, il s'est rendu compte qu'il était impossible de faire correctement son travail. Voilà comment l'OIOS veut qu'on mène une enquête. L'enquêteur doit écrire à l'avance toutes les questions, appeler le témoin et poser uniquement ces questions, puis écrire les réponses. C'est très difficile de monter un dossier. Vous ne pouvez pas laisser la personne parler librement. Le pire, c'est quand quelqu'un vous révèle quelque chose, comme cela arrive parfois, et que vous voulez suivre cette piste, mais que cela n'a pas été prévu à l'avance. Mais si vous ne posez que des questions prévues à l'avance, vous n'enquêtez pas vraiment. Oui, c'est ce que je pense. Tout ce que vous faites, c'est suivre à la lettre le protocole. Et c'est le problème. L'ONU croit que tout peut être réduit au protocole. Donc, selon vous, le bureau de l'OIOS existe seulement pour donner l'impression que l'ONU enquête, qu'elle traque la corruption? Comment vous dire? La volonté et l'enthousiasme que les enquêteurs de l'ONU mettent à faire les choses de manière inefficace, en maximisant les procédures bureaucratiques, et la réticence qu'ils ont à chercher des délits pose de vraies questions. Est-ce que les enquêteurs sont vraiment efficaces? Non. Est-ce qu'ils traquent vraiment la corruption? Je ne le crois pas. Des enquêteurs plombés par la bureaucratie, des affaires enterrées. Chaque année, le Bureau de contrôle interne ne repère en moyenne que 3 cas de corruption dans le monde. You say OIOS is conducting the investigation? Nobody thinks it's an investigation. They think it's the biggest stitch-up since Kim Kardashian tore her knickers. Et le plus cynique à l'ONU, c'est que ceux qui révèlent des malversations, les lanceurs d'alerte, sont souvent sanctionnés. Nous sommes allés à Washington rencontrer un homme dont la terrible histoire est aussi celle de l'omerta aux Nations Unies. L'Américain James Wasserstrom a travaillé 28 ans pour l'ONU. En 2007, alors qu'il est en poste au Kosovo,
il découvre un vaste système de pots de vin lors d'un appel d'offres. J'ai commencé à entendre qu'une des entreprises candidates avait promis des pots de vin si elle décrochait le marché. Il était question de 10% du contrat, soit environ 350 millions d'euros. Et qui bénéficiait de ces pots de vin? D'après mes informations, c'étaient des personnes de l'entourage du ministre kosovar de l'énergie. Mais des commissions devaient aussi aller à des responsables de l'ONU, en particulier au chef de la mission. J'ai entendu que 12 millions d'euros devaient lui revenir. Ça me préoccupait vraiment, car ces responsables contrôlaient aussi le maintien de l'ordre au sein de la mission. Donc c'était impossible pour moi d'aller voir la police de l'ONU au Kosovo, parce que précisément, c'était un des services qui dépendait d'eux. Alors James dénonce cette corruption au siège, à New York. Sa vie devient un enfer. Quelques semaines plus tard, alors qu'il s'apprête à décoller du Kosovo pour voir sa famille en Grèce, il est arrêté à l'aéroport par la police de l'ONU. Ils m'ont dit « On a un mandat de perquisition ». Je leur ai répondu « Ce n'est pas possible, j'ai mon immunité. Cela doit être pris en charge par le service dédié ». Ils m'ont assuré que tout était en règle. C'était un mensonge. La police de l'ONU m'a escorté. Un policier s'est assis à côté de moi pendant que je conduisais. Une voiture de police nous suivait en direction de la capitale, Pristina. Là, ils se sont arrêtés au milieu de la ville. Les gyrophares allumés pour faire un grand spectacle public, pour le rendre encore plus visible et plus humiliant. Puis ils sont allés à mon appartement et l'ont fouillé entièrement. Donc ils vous ont traité comme un criminel? Oui, comme un criminel. Here is the news. Whistleblower protection in the UN has been officially confirmed to be a joke. Des affiches avec sa photo sont placardées sur toutes les agences locales de l'ONU au Kosovo. Il a interdiction de pénétrer dans les bâtiments. Son bureau est mis sous scellé. Même dans mes pires cauchemars, je n'aurais jamais imaginé ça. C'était tellement impensable vu mes 28 ans de carrière à l'ONU, dans un secteur aussi sensible. Ce n'était jamais arrivé, même à des gens clairement coupables de délits. Les responsables de l'ONU ne voulaient même pas voir les preuves de ce que je dénonçais. Parce qu'ils avaient déjà jugé l'affaire, ils ne voulaient plus me voir au Kosovo. Ils voulaient me virer. J'interférais dans leur réseau, dans leur petit monde. Ils voulaient que je parte. Et ils allaient utiliser n'importe quel prétexte. James est non seulement viré de l'ONU, mais il est aussi persona non grata dans toutes les organisations internationales. Pour quelqu'un qui a intégré l'ONU pour ses idéaux et qui y a fait toute sa carrière, être jeté comme un malpropre, c'est dévastateur. Cela a eu de graves répercussions sur moi, pas seulement financières mais aussi psychologiques. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'était une période très douloureuse pour moi. J'ai vraiment dû batailler pour essayer de garder ma vie, ma famille. En 2008, James Wasserstrom a saisi le tribunal de l'ONU, mais il n'a obtenu que 13 000 € de dédommagement. Bien moins que sa retraite d'employé des Nations Unies qu'il a perdue. Les responsables qu'il a dénoncés, eux, n'ont absolument pas été sanctionnés. Aujourd'hui, la loi du silence, l'impunité paraissent toujours régner à l'ONU, y compris pour les abus les plus graves. Tammy Fisher est aussi une lanceuse d'alerte. Elle aussi a subi des représailles. Cette fois, il n'était pas question d'argent. Elle dénonçait des crimes sexuels. En Haïti en 2012, elle utilise son temps libre pour aider la population, avec notamment des actions pour les femmes enceintes. À force de côtoyer les Haïtiens, elle noue des liens de plus en plus étroits. Certains se confient à elle.
Un jour, des Haïtiens sont venus me dire que mon chef d'équipe et 2 casques bleus d'origine africaine exploitaient sexuellement les femmes du camp. Ils ont dit que ça concernait même des jeunes filles. C'était incroyable. J'étais très choquée. C'était des gens que vous connaissiez? Oui. Alors j'ai appelé une autre américaine, une coordinatrice. Elle était au-dessus du chef d'équipe. Et je lui ai dit ce qu'il se passait. À l'époque, des scandales avaient déjà éclaté autour de viols commis par des casques bleus en Haïti, mais aussi dans d'autres pays. Dans les camps où Tammy travaillait, des affiches de l'ONU intimaient aux salariés de dénoncer les abus sexuels. Une consigne relayée aussi officiellement par le sous-traitant américain qui l'employait. Alors, tout naturellement, elle en a parlé à ses supérieurs. Mais à sa grande surprise, ils ne l'ont pas soutenue. J'ai reçu de leur part un email envoyé à tout le contingent. Ils nous disaient que si on rapportait encore un cas d'exploitation sexuelle ou qu'un autre délit sexuel était commis, on rentrerait tous à la maison. Ce qui voulait dire? Ça voulait dire « taisez-vous », j'imagine. Tammy a dénoncé plusieurs cas d'abus sexuels. Son employeur a décidé de la licencier. L'ONU n'a pas réagi. Depuis une dizaine d'années dans le monde, les Nations Unies ne reconnaissent officiellement que 700 cas d'abus sexuels impliquant son personnel. Mais combien l'organisation en aurait-elle couvert? Gaspillage, corruption, viol. Pourquoi le gendarme du monde est-il aussi peu regardant sur les délits et les crimes commis en son sein? En 2017, le nouveau secrétaire général prendra ses fonctions. Le remplaçant de Ban Ki-moon fera-t-il enfin le ménage aux Nations Unies? Oh, tune in next week. We'll have another lecture on ethics.